Bonjour et bienvenue sur le podcast La quête de l'équilibre, le podcast qui tend à harmoniser notre vision de la vie et à faire naître notre paix intérieure. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie, de son utilité et du métier d'astrologue. Je m'appelle Nathalie, je suis astrologue et autrice et j'ai créé ce podcast afin de vous partager des réflexions et des observations que j'ai pu faire sur divers sujets de la vie, tout en faisant le lien avec mes connaissances astrologiques. Ce qui me fascine le plus dans ce langage astral, c'est la compréhension du potentiel de l'individu. Démystifier l'astrologie en la mettant en corrélation avec des situations qui arrivent à chacun d'entre nous est à mon sens la meilleure manière de rendre ce langage accessible au plus grand nombre. Bien évidemment, je vais continuer à faire des podcasts portés uniquement sur les transits planétaires et les phases lunaires, mais je trouve intéressant d'incorporer d'autres sujets, car si l'astrologie est un outil merveilleux pour la compréhension de soi et des autres, c'est uniquement lorsqu'elle sort de son contexte purement théorique, afin d'être observée dans la vie de tous les jours, qu'elle devient vraiment utile. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute et n'hésitez pas à partager ce podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast qui porte sur l'astrologie. En fait, je réfléchissais à un sujet de podcast et je me suis dit mais j'ai jamais fait de podcast qui présente l'astrologie, pourquoi on étudie l'astrologie, pourquoi même je fais de l'astrologie au final, et je me suis dit que ça pouvait être bien de faire un podcast en ce sens. Alors, je l'ai même pas encore commencé, même si je l'ai planifié dans ma tête, mais je me dis déjà que ça se trouve, il se fera en plusieurs parties. Donc, en tout cas, dans ce podcast, on va vraiment parler de l'astrologie en elle-même, comment est-ce que c'est arrivé, qui a décidé que les poissons représentaient le rapport à l'immatériel, etc. Donc, il y aura pas des réponses à tout parce que justement, on ne sait pas tout, mais je trouvais que ça pouvait être intéressant. Donc déjà, c'est vrai que ça arrive souvent que l'on pose la question, est-ce que tu crois en l'astrologie ? Est-ce que l'astrologie c'est de la voyance ? Est-ce que tu peux me prédire ce qui m'arrivera demain, etc. Donc déjà, je pense que la notion de croyance n'est pas reliée à la définition même de l'astrologie. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est une pratique qui est ancestrale et qui remonte à l'époque, si vous voulez, il faut essayer de se remettre dans le contexte. On est dans un monde où il n'y a pas de pollution et donc pas de pollution lumineuse. Donc il faut se dire que le ciel que l'on voit nous aujourd'hui, particulièrement pour les personnes qui vivent en ville, mais j'ai envie de dire même celles qui vivent en campagne, n'ont pas un ciel aussi pur, on va dire, que les personnes qui vivaient il y a 5000 ans, etc. Donc le ciel a été rapidement perçu comme étant si je puis dire, le GPS de ce qui se passait sur Terre. D'ailleurs, les marins s'en servaient, les peuples du désert s'en servaient pour se repérer aussi. Donc c'était un peu la carte du ciel, j'allais dire justement, c'est peut-être de là d'ailleurs que vient le nom de carte du ciel que l'on attribue au thème astral. Mais en tout cas, c'était vraiment un guide. En fait, le ciel était perçu comme un guide pour se repérer sur Terre. Donc avant même d'ajouter une quelconque symbolique aux planètes qui pouvaient être visibles, c'est tout d'abord une utilisation pratique qui était faite de ce que l'on voyait du ciel. Ensuite, il faut savoir que l'homme a commencé, si je puis dire, à prospérer. Alors, j'ai pas exactement les dates et j'ai pas envie de faire un cours d'histoire et de vous dire n'importe quoi, mais c'est l'agriculture qui a permis aux premiers hommes de se sédentariser. Enfin, pas aux premiers hommes, mais les premiers hommes qui l'ont fait, ils l'ont fait par rapport à l'agriculture. Donc, qu'est-ce qui permet de cultiver ? C'est de comprendre les saisons. Et les saisons, elles fonctionnent par rapport à l'astronomie, en fait. Par rapport, bien évidemment, au laps de temps que la Terre prend pour faire le tour du Soleil, mais aussi par rapport à son inclinaison qui fait que des fois, au pôle Nord, il fait nuit pendant 6 mois, et inversement, et que nous aussi, on a des saisons, été, hiver, printemps, automne. Et donc, tout cela, ça part du ciel, en fait. Ça part de l'espace. Parce que je trouve que quand on parle de l'espace, on a tendance à inclure tout sauf la Terre. Mais la Terre, c'est notre vaisseau spatial, en fait. Concrètement, on est dans l'espace, nous aussi. C'est-à-dire que s'il y avait des habitants sur Jupiter et qu'ils avaient une astrologie propre à Jupiter, la Terre aurait sans doute une symbolique particulière et pour eux, la Terre, ce serait l'espace en fait. Donc, quand on parle de l'espace et d'astronomie, il faut bien évidemment inclure tout ce que fait la Terre. Et donc, du coup, ce lien, si je puis dire,
assez magique hein, quelque part hein, entre l'homme et le ciel permettait de se déplacer et a permis de comprendre les saisons et a donc permis de survivre aussi parce que se déplacer à une époque où il pouvait y avoir par exemple je sais pas moi une tempête, une catastrophe naturelle etc. Enfin il n'y avait pas les infrastructures qu'on a aujourd'hui donc la migration était souvent la solution donc pour se repérer bien évidemment que c'était utile d'avoir un GPS au final et le GPS c'était le ciel. D'ailleurs, pour la petite blague, essayez de vous repérer aujourd'hui sans utiliser Waze ou Google Maps. Je pense qu'on est tellement habitué qu'on aurait un peu de mal. On y reviendrait sans problème au final, mais on est une espèce qui fonctionne à l'habitude. Donc, je pense que c'était dans l'habitude des premiers hommes de comprendre le ciel pour pouvoir se repérer. Ensuite, pour parler d'astrologie plus directement, c'est une pratique qui est ancestrale et qui serait apparue avant la plupart des croyances que l'on peut connaître aujourd'hui, notamment les religions monothéistes. Parce que ça fait plus de 6000 ou 7000 ans, je crois, que les premiers zodiaques ont été retrouvés. Enfin, ceux qui ont été retrouvés, ils dataient de plus de 6 ou 7000 ans, il me semble. Donc, c'est vrai que l'astrologie occidentale, on lui attribue sa source en Mésopotamie, mais il faut garder aussi à l'idée que, par exemple, l'autre jour, j'ai fait un post sur mon compte La Lune du Jour sur le Nouvel An chinois, donc il y a l'astrologie chinoise, il y a l'astrologie aussi reliée au peuple d'Amérique du Sud. En Afrique, j'ai pas encore connaissance d'une quelconque forme d'astrologie, mais c'est parce que aussi je me suis pas forcément bien renseignée sur le sujet. Mais en tout cas, c'est une pratique qui remonte et qui a été mise en avant pendant certains siècles, qui a été mise de côté, voire complètement occultée et assimilée à la sorcellerie pendant d'autres siècles, etc. Mais sans rentrer dans les détails, ce que l'on constate quand même souvent, c'est que les personnes qui étaient au pouvoir, alors que ce soit des rois ou que ce soit des présidents, ont souvent eu recours à l'aide d'un astrologue. Donc on peut quand même penser que si ça ne servait à rien, si c'était de la folie, si c'était juste de la superstition, peut-être que les hautes instances, entre guillemets, ne s'y intéresseraient pas. Alors, au final, on est sûr de rien, bien évidemment, mais tout ça, ça fait quand même penser à Ronald Reagan, qui était un président américain, qui était connu pour justement avoir un astrologue qui lui déterminait dans son emploi du temps des jours verts et des jours rouges, à savoir que pendant les jours rouges, il ne pouvait pas sortir de chez lui. Je crois même que l'astrologue en question, il me semble que c'était une femme, eh bien toutes les décisions que Ronald Reagan pouvait prendre étaient soumises à l'avis de l'astrologue pour validation. Il me semble aussi que les horaires des décollages des avions présidentiels pouvaient aussi faire partie de ce que l'astrologue devait valider. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, il y avait eu une petite anecdote, je crois que c'était face au président brésilien. Ronald Reagan lui aurait dit « Votre signe astrologique et le mien sont compatibles, donc je pense que l'entente entre nos deux pays devrait être bonne. » Et apparemment, le chef d'État brésilien était choqué. Donc, à vérifier, mais il me semble que c'était ça la petite anecdote. Mais en tout cas, c'est un président qui était réputé pour avoir recours aux aides d'un astrologue, d'une astrologue, du coup, je crois. Et il me semble que ça s'est mis en place après une tentative d'assassinat à son égard. Et que, visiblement, ils en étaient plutôt satisfaits. Donc, l'astrologie, c'est quelque chose qui divise. Moi, je le constate quand je vois certaines réactions sur les réseaux sociaux parce que bon, moi, j'ai un compte d'astrologie, donc c'est vrai que la plupart des suggestions que je peux avoir et la plupart des gens qui me suivent, forcément, sont des gens qui s'y intéressent. Mais je trouve que c'est intéressant d'aller sur des comptes beaucoup plus cartésiens, mais même d'une manière générale sur d'autres sujets. Et c'est vrai que je vois souvent les réactions qu'il peut y avoir par rapport à l'astrologie. On passe pour des zinzins, hein, concrètement. C'est ça qui est en train de se passer, quoi. Donc, après, je pense qu'il y a aussi plusieurs manières d'aborder l'astrologie. Et j'estime, en tout cas, j'essaye de l'aborder d'une manière qui est quand même assez
carrée, assez cartésienne quelque part, parce que moi je suis quand même taureau avec Jupiter en taureau, donc tout ce qui est trop nébuleux, trop dans le mysticisme, etc., c'est pas forcément quelque chose sur laquelle je pourrais me reposer éventuellement pour prendre des décisions, mais c'est vrai que l'astrologie, je trouve que c'est un outil formidable, mais qui, comme tous les outils formidables, peut aussi s'avérer un peu dangereux selon l'utilisation qu'on en fait. Donc, si je devais présenter l'astrologie à quelqu'un en une phrase, je dirais effectivement que c'est un outil d'aide à la compréhension de soi, de son potentiel, ce à quoi un sceptique me répondrait probablement « mais j'ai pas besoin de l'astrologie pour me connaître », ce à quoi je dirais, je dis pas qu'on a besoin de l'astrologie pour se connaître, mais ça peut être une aide supplémentaire. Parce que l'idée que chacun se connaît, je trouve qu'elle est quand même assez fausse, puisque on est tous, sans exception, influencés par notre environnement, par l'éducation qu'on a reçue, par le monde dans lequel on évolue, par la télé, par les téléphones, etc. Même les personnes qui vont dire « moi je regarde pas la télé, moi je suis très peu sur mon téléphone », même en étant très peu sur son téléphone, on sélectionne certes le contenu qu'on a envie de voir, mais on est forcément influencé d'une manière ou d'une autre. Et c'est normal puisqu'on est une espèce qui vit en communauté. Donc ça, il n'y a pas à trouver ça horrible, etc. Parfois, je vois des gens qui soulignent le fait, effectivement, qu'on est tous sous influence, etc. Mais si demain on recommence la société à zéro, on va finir au même point. Parce que dans une société où il y a des idées qui sont émergentes et des courants de pensée, peu importe sur quoi, que ce soit sur les croyances, sur la politique, sur l'art, sur le cinéma, sur la littérature, sur le travail, sur la santé, sur ce que vous voulez, personne ne pensera jamais pareil sur quelque chose. Ça fait depuis l'Empire romain que l'homme essaye de mettre un pouvoir en place qui satisfait tout le monde, ça ne marche pas et ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une opposition, etc. Mais c'est en même temps, je trouve, ce qui fait la richesse de notre société. Donc, pour en revenir à l'astrologie, pour moi, elle a deux fonctionnalités, si je puis dire. Il y a l'exploration de soi, au travers du thème astral, au travers du thème karmique aussi. Et puis, il y a tout le côté prévisionnel. Et en général, pour avoir discuté avec beaucoup de personnes, je trouve que c'est plutôt le côté prévisionnel qui laisse sceptique. Hein. Alors, dans le moi, j'inclus pas tout ce qui est relié à l'autre. Je parlerai des compatibilités après. Mais très souvent, les personnes qui sont un peu sceptiques avec l'astrologie et qui écoutent mon point de vue sur le développement de la carrière, le développement du potentiel, etc., le fait de bien reconnaître, si je puis dire, d'un point de vue astrologique, ce pourquoi on peut être fait, ça peut apporter des certitudes à des zones d'ombre qu'on peut tous avoir dans notre vie. Eh bien, ça paraît quand même assez cohérent. Mais par contre, dès lors qu'il est question du prévisionnel, là, on a moins de gens qui sont dans l'ambiance, quoi. Il y a des gens qui se disent que c'est faux, que ça ne marche pas, parce que je pense que la première chose que les personnes imaginent quand on parle de prévisionnel, c'est une association de l'astrologie à la voyance. En fait, pour moi, l'astrologie prévisionnelle, c'est juste en fonction d'une symbolique, bien évidemment, qui est accordée aux planètes, qui est accordée aux signes. D'ailleurs, cette symbolique, elle remonte à la mythologie. Elle a été aussi attribuée tout simplement par rapport à la couleur des planètes. Par exemple, Mars s'appelle Mars parce que c'est une planète rouge, tout simplement. Eh bien, il y a des personnes qui pensent que ça ne fonctionne pas et c'est ok. Moi, j'ai aucun problème avec les personnes qui ne croient pas à cela, enfin, qui ne veulent pas utiliser cela comme outil ou qui trouvent ça absurde. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, je tiens quand même à éclairer un point. On me pose souvent la question en message privé, à savoir si je peux prédire l'avenir, etc. Moi, je ne suis pas une voyante. Concrètement, ce que je fais comme travail quand je fais du prévisionnel, c'est quelque chose qui, au final, est même très mathématique. C'est-à-dire que je regarde la position des astres et en fonction de mon interprétation de leur position et des liens qu'il y a entre eux, c'est-à-dire les aspects, je fais une interprétation qui est générale. D'ailleurs, il y a l'astrologie prévisionnelle mondiale et l'astrologie prévisionnelle personnelle, qui se fait au travers d'une analyse des transits autour du thème astral ou encore d'une analyse qui s'appelle la révolution solaire. Donc, c'est pas exactement pareil, mais je trouve, en tout cas moi, pour m'y intéresser et pour
tenter de planifier les choses au mieux juste par rapport à mon travail et par rapport à ma vie personnelle aussi un peu, il faut le dire, je trouve que tout ce que je planifie par le biais des transits, enfin c'est pas par le biais, c'est-à-dire avec l'aide de mon analyse des transits planétaires, eh bien jusqu'à aujourd'hui, on va dire depuis 2020 à aujourd'hui, on est en 2023, donc ça va faire 3 ans, eh bien pour moi c'est un sans faute. Alors après peut-être que certains diront que ce que je fais pour moi, ça marche pour moi, mais ça marcherait pas pour d'autres. Je suis en train de travailler sur des pistes de réflexion par rapport à cela, mais je trouve que c'est quand même assez fascinant. Et j'ai du mal, et pourtant je suis quand même assez cartésienne, mais plus j'avance, plus j'ai quand même du mal à me dire que tout ça, c'est le fruit du hasard, quoi. Donc par rapport au prévisionnel, pour moi l'astrologie c'est un outil qui aide à anticiper les choses. Par exemple, si je fais une analyse pour une personne et que je lui dis, vous voyez, là, entre ces dates-là, c'est une période favorable pour créer, par exemple. Après, je rentre un peu plus dans les détails selon le thème, mais ça reste une période favorable. C'est-à-dire que si, par exemple, on veut créer un projet, cette personne veut créer un projet d'entreprise, on imagine, et que je lui dis ça, et que pendant cette période-là, elle est chez elle, assise sur son canapé à regarder Netflix, concrètement, il n'y a rien qui va se créer. Donc c'est là que l'astrologie intervient vraiment comme un coup de pouce, comme la possibilité de pouvoir anticiper les choses, mais si elle est utilisée pour solutionner tous les problèmes, bien évidemment qu'elle ne va rien solutionner. C'est un peu comme si on faisait la démarche d'aller, je sais pas moi, chez un nutritionniste, qui nous donne toutes les clés, qui nous donne un programme et qu'en sortant de là, on va au McDo manger 3 Big Mac. Concrètement, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est pour ça que je trouve que lorsque l'on présente l'astrologie d'une manière générale ou qu'on en entend parler d'une manière générale, eh bien, on est souvent dans une présentation qui tend à montrer que les personnes qui se tournent vers cette pratique, sont des personnes qui veulent que les choses leur arrivent rapidement, facilement, que c'est pour se rassurer, etc. Alors, c'est possible qu'il y ait des personnes qui m'aient demandé un jour une analyse pour ça, pour être juste rassurées sur l'avenir, sur ce qui pourrait leur arriver, etc. Mais je peux vous l'affirmer, si derrière il n'y a pas des actions concrètes, il ne se passe rien. On peut même si je puis dire, porter ça à l'image d'une croyance, qu'elle soit spirituelle ou religieuse. On peut prier toute la journée pour quelque chose. Si nos actions sont à l'opposé total de ce que l'on souhaite, eh bien, on n'aura pas ce que l'on veut. En fait, c'est logique. C'est-à-dire qu'il faut garder à l'esprit que c'est un outil et que la partie la plus complexe du boulot, c'est toujours à l'individu de la fournir. C'est jamais à l'aide en question. Et ça, vous pouvez trouver ça dans tous les domaines de vie. Dans le travail, dans la santé. J'ai donné l'exemple du nutritionniste, mais on peut aussi prendre l'exemple du psychologue. Le psychologue, c'est quelqu'un qui est là pour écouter, pour aider. Mais dès qu'il y a le mot « aide », ça veut dire que la majorité du boulot doit être faite par l'individu. Parce que le psy, c'est une aide. Le nutritionniste, c'est une aide. Ou c'est un conseil. Peu importe, même si on prend quelque chose qui n'est pas relié à la santé, on peut prendre par exemple le conseiller bancaire. Il peut vous conseiller la meilleure manière d'épargner. Si quand vous avez votre salaire, vous dépensez tout et que vous êtes à découvert, le mec ne pourra jamais vous aider, concrètement. Donc c'est exactement pareil avec l'astrologie, sauf que comme on touche quelque chose qui est dans la case de l'ésotérisme, du spirituel et donc de l'inconstant, de quelque chose de complètement abstrait au final, d'invisible, qui n'est pas prouvé scientifiquement ou quoi que ce soit, eh bien, dans notre société actuelle en tout cas, parce que je pense que c'est quand même un peu en train d'évoluer, eh bien, c'est perçu comme quelque chose de complètement perché, etc. Alors que, très sincèrement, je ne pense pas du tout être quelqu'un de perché. Donc voilà, donc ça c'était une petite présentation de l'astrologie, parce que c'est des questions qu'on peut souvent me poser et je me suis dit que c'était cool d'y répondre au travers d'un podcast. Ensuite, on peut parler aussi du métier d'astrologue, parce que j'ai souvent des questions en ce sens. Déjà, les personnes qui s'intéressent à l'astrologie sont confrontées à quelque chose qui n'est pas très agréable. J'y ai été confrontée aussi. Le problème, c'est que c'est très difficile d'expliquer rapidement quelque chose d'aussi complexe
que l'astrologie. Donc ça veut dire que si vous êtes face à une personne qui est assez sceptique, qui va vous dire mais c'est pas possible, tous les Capricornes ils ont pas la même vie, et que vous commencez à lui dire oui mais c'est parce qu'il y a l'ascendant, il y a les maisons, etc. Vous avez déjà perdu la personne en fait, parce que c'est complexe à expliquer. Et donc, vu que c'est complexe à expliquer, par logique, c'est complexe à comprendre. Donc pour les personnes qui sont vraiment intéressées, parfois il y a une frustration qui se crée, et ça conduit naturellement à un empressement et au fait de griller, si je puis dire, les étapes. Donc, par exemple, moi j'ai suivi une formation d'astrologie avec un astrologue qui s'appelle Roland Legrand, et c'est son élève Lucas qui m'a formée une fois par semaine, et une fois par mois j'avais un point avec Roland Legrand, et je peux vous garantir que ces cours n'ont pas suffi. Ils étaient très bien, je remets pas du tout la formation en cause, mais n'importe quelle formation d'astrologie ne suffira pas pour bien comprendre. Il faut énormément travailler à côté. Et assimiler les définitions et les définitions des signes, des planètes, des maisons, etc., c'est la base, mais c'est pas ça qui fait une bonne compréhension, je trouve. Parce que le plus dur, c'est la gymnastique astrologique qui est à faire, en réussissant, par exemple, à comprendre rapidement un placement du Soleil en Scorpion conjoint à Mercure au carré de Saturne, en Verseau, par exemple. Vous voyez, c'est là, lorsque les éléments s'additionnent, que ça devient de plus en plus complexe. Et souvent, on me pose la question, comment t'as fait pour devenir astrologue? Alors moi, ça m'étonne à chaque fois qu'on me pose cette question, parce que ça s'est fait tellement rapidement, en fait. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé ma formation en août 2019, et quand il y a eu le premier confinement, la boîte dans laquelle je travaillais a fermé, donc j'étais à fond sur mon Instagram, j'ai créé mon site à ce moment-là, et en fait ça s'est fait comme ça. Mais j'ai énormément travaillé, énormément analysé pour réussir aujourd'hui à faire plusieurs analyses par mois sans que ça me prenne, si je puis dire, 5 heures de préparation comme ça pouvait être le cas avant, parce que c'est vrai que ça aussi c'est quelque chose que connaissent les astrologues, le fait de prendre beaucoup de temps pour faire l'analyse, mais on peut pas la facturer le prix de 5 heures de travail, parce que sinon c'est beaucoup trop cher. Donc moi, la première fois que j'ai fait des analyses, c'était des analyses écrites, et elles étaient à 40 €, je crois, et ça me prenait 5 heures pour en faire une. D'ailleurs, j'ai souvent la question, j'en profite pour y répondre aussi, pourquoi je ne fais plus d'analyse écrite, parce que ça prend beaucoup trop de temps. Rédiger, c'est extrêmement prenant, surtout que quand on est à l'écrit, eh bien, il peut y avoir différentes interprétations de ce que l'on dit à l'écrit. Et moi, ma hantise, en tant que personne qui fait des analyses pour les gens, c'est le malentendu. Et qu'on dise, ah ben Nathalie Ross, elle a dit que je devais faire ça, donc j'ai fait ça, alors que c'est pas du tout ce que je devais dire. Ce que je voulais dire, pardon. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je ne conseille pas, de dire ah ben l'astrologue a dit ça, ben je vais faire ça exactement. C'est pour ça que j'essaye toujours de nuancer mes analyses en donnant des exemples, même s'ils n'ont rien en rapport avec la personne concernée. C'est l'attitude par rapport à l'exemple qui est à conserver, parce que je trouve que c'est important. Et justement, ça c'est des choses que je ne peux pas faire à l'écrit. Donc moi, mes analyses, quand on les commande sur mon site, eh bien j'envoie un audio qui dure environ 45 minutes. Et je trouve que c'est beaucoup plus constructif, y compris que l'entretien, hein, parce que les gens ont la possibilité de poser des questions avant quand même. Et l'entretien, j'en ai déjà fait. Et en fait, quand j'en faisais, je me disais, mais j'ai l'impression que les gens perdent, entre guillemets, de leur argent. Parce que sur 1 heure d'entretien, je parle pas pendant 45 minutes, c'est logique, c'est normal, c'est un entretien, donc il y a un échange, les personnes se confient, etc. Donc on est aussi imprégné et influencé, il faut le dire, par ce que la personne peut dire, tandis que avec ma manière de travailler, en tout cas moi je me sens à l'aise avec ça, et pour l'instant j'ai eu que des bons retours, donc je pense que les personnes qui me consultent sont à l'aise avec cette manière de voir la chose. Eh bien c'est que je ne suis pas influencée. Il y a des personnes parfois qui me commandent révolution solaire, thème astral, avec juste leurs informations de naissance. J'ai même pas une question. Et j'ai envie de vous dire que c'est peut-être même les analyses que je préfère. Alors, je suis pas du tout en train de blâmer les personnes qui posent des questions. Si vous avez envie d'en poser, c'est tout à fait normal. Mais parce que là, je me dis, j'ai vraiment aucune information, quoi. En fait, donc pour moi, c'est même un challenge. Bon, après, moi, j'aime bien le challenge. J'ai un esprit assez compétiteur, donc
Donc voilà, mais en tout cas, pour les personnes qui souhaitent apprendre l'astrologie, que ce soit pour être soi-même astrologue ou que ce soit juste pour comprendre, tout simplement, par curiosité, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'analyse, l'analyse des thèmes de ses proches. Alors moi, j'ai quand même eu du mal avec ça. Moi, j'ai plutôt pris des thèmes de célébrités que j'affectionne, etc. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très enrichissant comme métier. Ça permet de rencontrer vraiment plein de gens totalement différents. Et en fait, avant d'être clairement à fond dedans, je ne réalisais pas à quel point ça pouvait intéresser les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je rencontre des gens et que je dis que je suis astrologue, alors déjà, il y a toujours un temps de pause. Et en fait, il y a toujours un moment où on commence à me poser des questions sur ci, sur ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ce signe? Moi, mon copain, il est de ce signe, etc. Enfin, j'ai encore le souvenir quand j'ai acheté mon appartement. La notaire et l'agent immobilier m'ont posé plein de questions, mais je me suis dit, mais on est dans un bail sérieux, quoi. Je suis en train de m'endetter, les gars, là. J'ai pas envie de parler des Verseaux et des Capricornes, quoi. Enfin bref, donc c'est pour vous donner ces exemples-là. Moi, je trouve que c'est vraiment un job au final, en plus, qui m'a amené sur la route de l'écriture. Et je prépare beaucoup de choses en ce sens. D'ailleurs, j'ai un livre qui sort bientôt. Le prochain podcast, c'est sur mon livre sur les animaux totems et j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Je suis super fière de ce livre et c'est mon premier livre qui ne traite pas de l'astrologie. D'ailleurs, les personnes qui me suivent le savent, j'aime énormément les animaux. D'ailleurs, pour la petite histoire aussi, c'est un podcast que je devais pas du tout faire. Je devais faire un podcast sur un autre sujet. Mais en fait, je crois que j'avais envie de parler d'un sujet un peu plus léger. Parce que pour ceux qui le savent, hier j'ai perdu ma petite Philomène. C'était une chèvre qui m'appartenait pas, mais elle est dans un champ juste en face de chez moi. Je lui avais donné un nom, je m'occupais d'elle parfois et tout. Donc ça a été très dur, surtout que c'est moi qui l'ai trouvée, la pauvre. Donc j'adore les animaux. Je pense qu'il y a plein de choses à faire aussi en ce sens. Et une fois de plus, je terminerai ce podcast avec une petite note d'espoir parce que je parle vraiment à beaucoup de personnes. Je suis la seule à gérer mes réseaux sociaux d'ailleurs. Donc sur les comptes La Lune du Jour, sur Facebook et sur Instagram, sur mon compte Insta Nathalie Rose 20, je suis la seule à répondre. Donc des fois j'arrive à échanger, à avoir des petites discussions avec certains d'entre vous. Et c'est vrai que je constate qu'en ce moment j'ai l'impression que l'ambiance fait que l'humeur n'est pas trop là. Alors il y a plein de réalités économiques, concrètement on est tous concernés. En plus, il y a le temps qui est juste horrible. Alors, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, des dom-toms. Je sais, on pense à vous, mais envoyez-nous du soleil, s'il vous plaît, parce que en métropole, c'est la PLS. On n'en peut plus. Donc voilà, je vais terminer avec une petite note d'espoir, etc. Parce qu'on lit beaucoup de choses sur le fait que le monde va vers sa fin, qu'il y a plein de choses qui vont pas, etc. Mais là, je parlais du ciel par rapport à l'astrologie et puis j'ai terminé à la fin en parlant des animaux et je trouve quand même que on va de plus en plus vers des valeurs simples en fait et qui sont quelque part un peu ancestrales. D'ailleurs, j'en parlerai par rapport à Saturne en Poisson. Saturne va entrer dans le signe des Poissons le 7 mars prochain. Saturne, c'est l'esprit conservateur. C'est Chronos dans la mythologie grecque, donc c'est le facteur temps, c'est la solidité, la sagesse, tout ce qui est durable et tout ce qui est relié au labeur, au travail, et aussi au pouvoir et donc aux finances. Et le signe des Poissons, c'est le signe des croyances. C'est le signe de l'immatériel, c'est le signe du karma. Et puis Saturne, c'est la planète karmique. Donc là, on a la planète karmique qui va rentrer dans le signe qui représente le karma. Donc je pense que ça va être sympa, mais on va avoir des choses peut-être pas trop cool, mais on va avoir des choses qui seront très cool, je pense aussi. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier ma communauté, c'est ça que je voulais dire depuis le début, mais je parle beaucoup, j'ai Mercure en Gémeaux, donc je parle beaucoup. Mais vraiment, je trouve qu'on va vers un monde où les gens sont quand même de plus en plus concernés par la nature, par les animaux. Moi, j'ai aucun problème avec ça, parce que je crois que depuis que je suis petite, ma mère me le disait, j'ai un truc avec les animaux. Moi, j'avais une tourterelle qui venait me voir dans le jardin de ma grand-mère quand j'étais petite. J'étais la seule à pouvoir l'approcher. Pareil, j'ai eu un rouge-gorge. Quand je vous dis ça, c'est des animaux qui étaient en liberté et qui venaient me voir. Le chat du voisin était toujours avec moi. Les chiens dans la rue, ils s'arrêtaient pour me voir, etc. Donc, j'ai toujours eu ce lien comme ça avec les animaux.
Et je pense, vous voyez, qu'il y a quelques années, la story que j'ai faite hier sur ma chèvre Philomène, on m'aurait prise pour une malade en fait. Mais concrètement, il y a des gens qui seraient moqués de moi, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça existe. On peut pas dire que ça existe plus parce que il y aura toujours tout qui existe, mais ça existe quand même de moins en moins. Et je trouve que on va d'une manière générale vers des valeurs qui sont quand même reliées à la simplicité de ce que la vie nous offre. Lever les yeux, regarder le ciel. Enfin, moi en tout cas, quand je vais sur les réseaux, alors c'est aussi bien évidemment par rapport au compte que je suis, parce que c'est ça qui est bien avec les réseaux, c'est qu'on peut suivre qui on veut. Donc ce que l'on a dans son feed, visiblement on l'a choisi, même si on a quand même beaucoup de pubs, en général c'est quand même en lien avec ce qu'on suit. Moi j'ai beaucoup de vidéos sur les animaux, de gens qui dressent leurs animaux, qui sont vraiment très proches d'eux, qui partagent des photos de paysages, du monde, etc. Enfin on entend de plus en plus qu'il faut revenir vers aussi une alimentation qui est un peu plus saine, etc. Et je trouve que ça, c'est, si je puis dire, dans la tornade du monde d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une bouffée d'air frais. Et je pense que mettre cette bouffée d'air frais, peu importe l'activité, parce que moi à la base, voilà, c'est de l'astrologie. Enfin, je suis pas obligée de parler de mes chèvres. Avant, j'avais un chien que j'ai perdu aussi. J'ai tellement hâte d'avoir mon chiot pour pouvoir recommencer à faire des stories avec, etc. Parce que les stories que je fais, c'est les stories que je faisais avant d'avoir mon compte sur Snap avec mes potes en fait. Donc je trouve qu'avoir un animal dans sa vie, c'est vraiment, mais c'est un soin en fait. Et vraiment je trouve que, enfin je sais pas, en ce moment c'est peut-être parce qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé hier avec Philomène, mais j'ai reçu tellement de messages de gens qui étaient triste aussi pour une chèvre qu'ils n'ont jamais vue. Mais j'ai une pote, elle m'a dit, mais tu nous mets dans la sauce. À la base, on n'est pas dans ce délire, mais tu nous parles de tes chèvres et de tes moutons litchi et pamplemousse tout le temps. Et la vie nous enlève ça, en fait. La vie nous enlève ça. Et maintenant, moi, je suis triste pour une chèvre alors qu'à la base, j'avais rien demandé. Et en fait, ça m'a fait sourire et je me suis dit que vraiment, au final, tout ce qui est relié aux animaux, je pense que ça nous lie de dingue. Et d'ailleurs, pour faire un petit lien avec l'astrologie, on m'a demandé plusieurs fois si l'astrologie était compatible sur les animaux. Je vais terminer sur ça parce que sinon le podcast va durer trop longtemps. Mais oui, je le pense. Par exemple, moi, Etna, elle était lion. Elle était taureau, pardon. Ouh là là, elle serait là, elle leverait les oreilles en l'air. Elle était taureau ascendant lion. Et je trouve que ça se remarquait vraiment sur son caractère. Après, je l'avais eu bébé, j'avais sa maman, donc j'avais son heure de naissance et son jour de naissance, bien évidemment. Mais le chien, je trouve que c'est différent parce que le chien aussi, il s'imprègne beaucoup du maître et il vit, entre guillemets, à notre rythme. Tandis que des fois, il y a des personnes qui me disent « Moi, j'ai un cheval, moi, j'ai une chèvre, moi, j'ai un furet, etc. » Je pense que l'astrologie ne peut pas être si je puis dire, analysé de la même manière pour toutes les races. Forcément, pour un animal grégaire, on peut pas analyser le thème, si je puis dire, de la même manière qu'un animal qui vit seul. Parce que la solitude, c'est Capricorne. Le côté grégaire, on pourrait dire que c'est le Verseau. Comment on analyserait le thème d'un oiseau qui migre, par exemple, son rapport au lieu de vie, son rapport au territoire ne serait pas le même, etc. Et j'avais fait des recherches sur ça et j'ai vite arrêté parce que je vous annonce, personne ne fait des recherches sur ça. Il y a tellement à dire déjà sur l'astrologie, sur les humains. Il y a tellement de choses encore qu'on ne connaît pas parce que ça aussi, l'astrologie, c'est quelque chose qu'on continue continuellement d'apprendre parce que ce qui est top, c'est qu'au final, on apprend aussi avec le temps. Je vous donne un exemple. Au mois de mars, Pluton va faire sa première incursion dans le signe du Verseau. C'est la première et la dernière fois de notre vivant que ça arrive. Moi, je suis née en 88, j'avais Pluton en Scorpion. Donc, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Donc, le mec va rentrer dans le 4e signe depuis que je suis née. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup en 35 ans. Donc, du coup, on n'en voit pas beaucoup du transit de Pluton autour du zodiaque. On voit même pas la moitié. Mais donc, là, pour tous les astrologues, c'est une première. Et puis, en plus, Pluton, c'est une planète qui a été découverte en 1930. Donc, on n'a même pas d'analyse sur le dernier transit de Pluton en Verseau. Enfin, on en a qui ont été faits de manière postérieure, mais qui ont été faites à ce moment-là, il y en a pas. Tout simplement parce que, à l'époque, Pluton,
ça n'existait pas, quoi. Donc voilà, en tout cas, voilà, je tenais à faire ce podcast. Je pense que c'est un podcast qu'il faut écouter en buvant un petit thé sous un plaid. Donc je dis ça à la fin, c'est très bien, comme ça vous n'aurez pas l'info au début. Non, c'est parfait, je l'ai quasiment enregistré d'une traite. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce podcast. Si vous voulez connaître toutes les bases de l'astrologie, je vous rappelle que j'ai sorti un livre de poche qui est à 8,95 €, il est vraiment pas cher. Il s'appelle Explorer votre thème astral, il est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Vous tapez Nathalie Ross sur Amazon, sur la Fnac, il est tout rouge, vous pouvez pas le louper. Et il y a vraiment toutes les infos avec une petite partie aussi sur l'histoire de l'astrologie. Donc si vous voulez les bases, c'est le petit livre de poche que j'ai écrit pour cela. Si vous souhaitez plus de podcasts sur ce genre de thématique, d'ailleurs, je l'ai dit en story, mais je vous le redis, je vais reprendre les stories astropolitiques, astro et événements parce que c'est hyper intéressant. Si je l'ai pas fait pendant tout ce temps, c'est parce que tout simplement j'avais pas le temps. Et quand j'ai commencé à terminer mes écrits pour mon livre sur les animaux totems, j'ai perdu Etna. Et franchement, je suis pas du genre à me plaindre ou quoi que ce soit, mais je m'en remets vraiment très difficilement. C'est très difficile, mais ça va aller parce que de toute façon c'est la vie et on peut pas pleurer indéfiniment un animal qui a quand même vécu 13 ans et demi, surtout quand je l'ai eu, ma petite Etna, on m'avait dit qu'elle vivrait pas plus de 10 ans et que c'était un chien qui aurait dû mourir. Voilà ce qu'on m'a dit quand même quand je l'ai eu, c'est un vétérinaire qui m'avait dit ça. Moi j'étais toute jeune, j'avais pas compris parce que c'était un chien qui était catégorisé et apparemment, selon lui, elle aurait pas dû naître, la pauvre. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Je vous dis à dimanche pour le podcast sur les animaux totems, sur mon livre qui s'appellera Le Guide des animaux totems pour les débutants. Vous pourrez le précommander à partir de dimanche. Je vous donnerai toutes les infos. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao!